Quelle stratégie sur les marchés financiers? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeux Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Axel Pinon. Bonjour Axel Pinon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes portfolio advisor et membre du comité d'investissement chez Carmignac. Alors, on se pose un certain nombre de questions en matière d'investissement sur les marchés financiers, investissement long pour des particuliers notamment. À commencer peut-être par ce qui se passe sur les marchés américains. On a vu des marchés américains, qui portent quand même une croissance depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, qui ont connu une euphorie, notamment au moment de l'élection de Donald Trump. Et là, on sent que ça commence à marquer un petit peu le pas, que ce soit sur les valeurs technologiques, qui sont les premières en tête, mais même de manière plus générale sur les marchés américains. Comment est-ce qu'on analyse l'investissement sur les marchés financiers américains, Axel Pinon, en ce début du mois de mars? Oui, on est dans une situation qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs années, où on a cet exceptionnalisme américain dont on a parlé depuis presque une décennie maintenant, que ce soit en termes de croissance ou de marché boursier, qui commence à s'effriter. Le paradoxe, c'est que Donald Trump a été élu sur Make America Great Again, et en fait, il est derrière l'effritement de cet exceptionnalisme américain. Alors, les causes de cet effritement sont multiples. Il y a d'abord toute l'incertitude. On est face à un jour une annonce, et donc ça se ressent. Et non pas un jour une action, une annonce, on ne sait pas ce que ça donne derrière. Mais exactement. Oui. Et donc, on le voit que ça pèse sur le moral des particuliers aux États-Unis, le moral des entreprises, et ça commence à se ressentir dans les chiffres macroéconomiques des États-Unis. En parallèle, il avait deux volets de réformes. Un volet très pro-croissance, avec des baisses d'impôts, avec la déréglementation, et un volet plutôt stagflationniste, avec d'un côté la régulation de l'immigration, de l'autre, tout ce qui est lié au département pour l'efficacité gouvernementale, donc baisse des dépenses budgétaires, et puis les barrières douanières. Et ce qui se passe, c'est que dans la séquence, aujourd'hui, on a plutôt le volet stagflationniste en premier, plutôt que le volet pro-croissance. D'accord. Et donc là aussi, ça pèse à cet exceptionnalisme américain, où tout le monde commence à craindre un scénario de stagflation qui serait un petit peu horrible pour les États-Unis. Ça veut dire que le moral des dirigeants, les entreprises sont un petit peu en questionnement à l'heure actuelle, et ça se ressent donc au niveau des investisseurs. Ça se ressent sur le moral des entreprises, sur le moral des consommateurs et sur le moral global. Quand on regarde les indices d'incertitude économique aux États-Unis, on atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis la période mars-avril 2020. D'accord. Donc il faut quand même faire le comparatif où on était dans le flou total. Oui. On se remet dans cette situation-là. Et donc forcément, pour les investisseurs, ça pèse parce qu'on était à un niveau de valorisation qui était très élevé sur les marchés américains au mois de janvier. Et donc, on a d'un côté des valorisations élevées et de l'autre, le mur des incertitudes qui ne fait que monter. En plus de Trump, on a eu cette fameuse annonce de DeepSeek en Chine, bien sûr, qui a été un rappel pour tout le monde que oui, les États-Unis ne sont peut-être pas les seuls à innover en matière de technologie. Bien sûr, il y a aussi les Chinois qui sont là. Et donc ça aussi, ça a été un rappel de plus. Et puis on en reparlera peut-être, mais il y a la situation européenne qui, elle aussi, est en train d'évoluer. Et donc qui fait que cet exceptionnalisme américain perd un petit peu de sa valeur et pourrait être mis entre parenthèses pour les prochains mois à venir. Avant de parler de l'Europe, le sujet droit de douane, alors effectivement, on est plus dans l'ordre de l'annonce, même si effectivement certains commencent à entrer en vigueur ou vont entrer en vigueur d'ici quelques heures. Il y a le sujet géopolitique avec les États-Unis, que je mets au sens large, puisqu'il n'y a pas que le sujet Ukraine-Russie, mais il y a le sujet géopolitique et la manière de Donald Trump de faire de la géopolitique. Est-ce que ça a un impact sur les marchés également? Est-ce que c'est regardé par les investisseurs? Ou là, on est vraiment plus sur des sujets croissance, entreprise et confiance dans l'économie américaine? Ça a forcément un impact dans les prévisions économiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est avec un tel montant d'annonces qu'on est très vite dans des scénarios fiction. On ne sait jamais si ce scénario fiction A ou B va devenir réalité, mais ça s'ajoute à cette incertitude. Donc, en tant qu'investisseur, il y a plusieurs solutions. D'abord, garder cet horizon long terme, on le sait, c'est la clé sur les marchés financiers et notamment sur les marchés actions. Bien sûr. Et puis, c'est essayer de chercher de la visibilité là où on en a. Et on peut le faire au niveau des entreprises. On a des entreprises qui, quel
quel que soit l'environnement macroéconomique, quelles que soient les tensions géopolitiques qu'on peut avoir, vont avoir une croissance des bénéfices qui est visible. On pense souvent à la tech. Alors la tech souffre un petit peu dernièrement et ça aussi on peut y revenir, mais il y a également les secteurs classiques, la santé, la consommation, qui offrent de la visibilité aux investisseurs et c'est là où l'analyse va revenir un petit peu au niveau de l'entreprise plutôt qu'au niveau des marchés. Et puis il faut aussi regarder là où l'incertitude est prise en compte dans le niveau des valorisations. D'accord. On l'a vu aux États-Unis, c'est ce que je disais tout à l'heure, des valorisations très élevées et qui montraient un scénario très rose, alors qu'on a des incertitudes qui montent. Alors qu'en Europe ou dans les marchés émergents, le pire, entre guillemets, est quand même en grande partie intégré dans le cours. Et donc, ça permet d'investir et d'avoir des opportunités d'investissement où déjà un certain nombre d'incertitudes sont prises en compte dans le cours des actions. La tech, du coup, c'est un cas d'investissement à regarder de près en mars 2025 ou au contraire, on se dit qu'on attend un petit peu de voir comment tout ça va retomber? C'est la grande question des investisseurs. Depuis l'annonce de DeepSeek, on a une sous-performance ces fameux 7 magnifiques de la tech dans son ensemble. La question, c'est de savoir si c'est une surréaction des marchés ou si c'est un réel changement des fondamentaux du secteur de la tech. Pour nous, il n'y a pas de réel changement des fondamentaux de la tech. On a un nouveau chapitre de cette révolution de l'intelligence artificielle qui s'ouvre, avec plein de promesses, une démocratisation de l'intelligence artificielle grâce à la baisse des coûts, et donc de multiples opportunités pour les acteurs existants, mais aussi pour des acteurs qui en avaient un petit peu moins bénéficié d'ici là. Mais ce qu'on voit, c'est une réelle fatigue des investisseurs sur la tech. Fatigue parce qu'on a des attentes de bénéfices qui sont élevées, des valorisations qui sont élevées, et un positionnement extrêmement concentré, notamment du particulier aux États-Unis, qui a participé à cet engouement des 7 magnifiques. Et donc, ça, mis au regard que l'exceptionnalisme américain est pour l'instant un petit peu remis en question, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des bénéfices en premier sur la tech. Donc on a une surréaction, ça va forcément ouvrir à des opportunités d'achat d'ici quelques mois. En attendant, il faut être patient, il faut re-rentrer, encore une fois, dans les cas des entreprises, de chacune des entreprises, voir si effectivement il pourrait y avoir des nouveaux perdants qu'on n'avait pas identifiés il y a 6 mois, s'il y a des nouveaux gagnants et voir si ceux qu'on a en portefeuille sont toujours les bons. L'Europe, surperformance des marchés européens à l'heure actuelle. Je suis investisseur particulier en France. C'est l'Europe qu'il faut regarder à l'heure actuelle. C'est les entreprises que je consomme finalement dans lesquelles il faut investir à l'heure actuelle, sans faire de conseils d'investissement, mais de regarder plutôt la méthodologie d'investissement. Ça fait des années qu'on se dit l'Europe est pas chère, c'est le moment de l'Europe. Et effectivement, que ce soit au niveau politique, géopolitique et aussi boursier, on a enfin ce réveil des Européens. Et ça, c'est vraiment porteur d'espoir. Ça vient sur un fonds où, je le disais, les valorisations étaient beaucoup plus attractives par rapport aux valorisations américaines. On a beaucoup parlé de cet écart historique entre les valorisations américaines et européennes, et donc un montant d'incertitude qui est déjà bien valorisé dans les actions européennes. Parce que qui dit valorisation différente dit niveau d'espoir des investisseurs aussi différent, et là ça veut dire qu'on retrouve de l'espoir sur les valorisations européennes. Et voilà, niveau d'espoir qui était moindre, et donc du coup on a plus de surprises positives. Le fait que les autorités européennes investissent davantage dans la défense, que les élections allemandes offrent l'opportunité de peut-être plus de stimulus budgétaire en Allemagne, sur un fonds de croissance qui n'est pas catastrophique, sachant qu'on ne parle que de récession depuis 2 ans en Allemagne. On pourrait avoir des bonnes surprises et ça se voit au niveau boursier. Alors, on a eu les valeurs de défense qui ont beaucoup remonté en Europe sur les dernières semaines. Est-ce que c'est une thématique pour 2025 ? Est-ce que c'est en lien effectivement avec des épisodes géopolitiques, mais ça ne doit pas être une thématique sur le long terme ? En tout cas, pour l'instant, c'est le signe qu'il y a des choses qui bougent en Europe. Mais on le voit aussi sur beaucoup de valeurs. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on avait une dichotomie énorme entre les États-Unis et l'Europe au niveau des entreprises aussi. Pour des modèles d'affaires semblables, que ce soit Safran et General Electric par exemple. C'est des entreprises qui font des moteurs d'avion qui sont semblables, et on avait une valorisation qui était complètement décotée pour Safran alors que leurs perspectives sont les mêmes. Et c'est là où on va pouvoir aller chercher des valeurs de qualité en Europe, parce qu'encore une fois cette incertitude elle est quand même là. Et donc quand je disais qu'il faut regarder des valeurs à forte visibilité, c'est aussi le cas pour l'Europe. Malheureusement, si la croissance américaine s'effondre, si on a beaucoup de mauvaises nouvelles,
le découplage entre les États-Unis et l'Europe ne va pas pouvoir durer indéfiniment, Bien mais sûr. on peut acheter de la qualité à moindre prix et avoir quelques sous-segments de l'économie européenne qui se remettent à briller. On commence à se souvenir qu'on a des multinationales qui fonctionnent bien en Europe, c'est ça, si je comprends bien? Exactement, voilà. Les valeurs de la défense, on en a parlé. Vous avez parlé de la concurrence de la Chine, notamment sur les valeurs tech, enfin sur les sujets tech. Est-ce que ça veut dire que c'est à réintégrer dans des stratégies d'investissement le sujet chinois, alors qu'on a vu effectivement qu'il y a encore quelques mois, ça crée beaucoup d'incertitudes et beaucoup ne voulaient pas y aller. Est-ce que DeepSeek a changé la donne sur le sujet? On parlait de la Chine qui n'était plus investissable pendant des mois et DeepSeek a rappelé que en fait, la Chine continue d'innover et que quand on est très contraint, finalement ça peut permettre de se réveiller. Sur la Chine, nous allons avoir beaucoup d'annonces. Il y a un congrès du Parti communiste qui s'ouvre. Ce que beaucoup de gens attendent, c'est un stimulus pour le consommateur chinois. La Chine fait face aux tarifs américains et en face, on a un consommateur qui reste très faible. Et donc, on a une croissance économique chinoise qui stagne autour de 5%. Il devrait annoncer au cours de ce congrès à peu près la cible de croissance. On s'attend à 5%, donc ça reste morose. Mais effectivement, les investisseurs se sont réveillés en disant peut-être qu'il y a des choses à faire en Chine. Pour nous, la Chine n'est toujours pas investissable au niveau du marché chinois. D'accord. Mais on va recommencer à trouver des pépites avec des bilans extrêmement sains, une bonne gouvernance, de l'innovation, qui là encore une fois sont décotés et ne reflètent pas l'ensemble du potentiel de l'innovation chinoise et de la consommation chinoise. Merci beaucoup Axel Pinon pour ce tour d'horizon un petit peu des marchés européens, américains, mais aussi chinois, pour comprendre un petit peu les tendances à l'heure actuelle quand on est investisseur particulier ou même gestionnaire de patrimoine. Merci beaucoup Axel Pinon. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes portfolio advisor et membre du comité d'investissement chez Carmignac. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.